Bonjour tout le monde, je suis Alexandre, je suis le directeur de la com et du marketing de France Digital. Ravi d'être là, merci à Zero to One Nantes pour l'invitation. En deux mots, France Digital, on est la plus grande asso française qui représente les entrepreneurs et les startups. Notre rôle, c'est de vous aider à grandir en France et en Europe et être sûr que vous ayez tous les bons outils, les bonnes équipes, les bonnes régulations aussi côté gouvernement pour grandir. Donc là, on a 45 minutes devant nous pour parler du marketing. Vaste sujet, surtout quand on démarre. Le rôle, la place du marketing pour passer de 0 à 1. Le rôle aussi des équipes dans ce sujet-là. On va essayer de peut-être casser certaines idées reçues sur le rôle du marketeur, la place aussi que ça a entre parfois le mouton à 5 pattes ou quand on se lance et on a tous les trois, je pense, bossé avec des founders qui veulent beaucoup de choses et qui attendent beaucoup. On est en train de se le dire juste avant de monter sur scène, voilà, de craquer le business. Comment faire ça ou plutôt comment ne pas faire ça. Donc voilà, on parle de ça. Je suis très bien accompagné. Et Bertie, Thibaut, je vais vous laisser vous présenter, peut-être planter le décor, dire au-delà des personnes formidables que vous êtes, où vous le faites et depuis combien de temps. Comme ça peut aider à situer un peu le sujet. Bonjour à tous. Alors, je suis Bertie Marchal. Je travaille chez Gens de Confiance. Alors, petit test pour commencer. Qui est sur Gens de Confiance dans la salle? C'est pas mal. Tu feras la même question après. On va voir si ça marche autant. Et qui est dans la salle d'attente de Gens de Confiance et qui attend pour pouvoir rentrer? Exactement. Oh bah là, c'est vrai. Bon, en tout cas, j'ai vu une personne, on va se parler après. Donc, Gens de Confiance, pour les quelques-uns qui n'ont pas levé le doigt, c'est un site de petites annonces qui a été créé il y a 10 ans. On va fêter nos 10 ans cette année. C'est un site de petites annonces qui a la particularité d'être accessible uniquement sur cooptation. Et donc, il faut trouver ces 3 parrains pour entrer sur Gens de Confiance. Et pour effectivement ma petite personne, je suis Bertie Marchal, je suis CMO de Gens de Confiance et auparavant j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'univers des médias, j'ai travaillé chez Prisma Media, donc j'ai été biberonnée à toute cette partie market digital mais avec un focus plutôt média. Ok, donc pas Startup Nation. C'est ça. Au départ. Exactement. Thibaut. Bonjour, moi je suis Thibaut Demorel, je suis CMO de Le Permis Libre. Je ne vais pas faire l'exercice de savoir qui a passé son permis de conduire avec le permis libre, mais pourtant. Donc le permis libre, c'est une boîte qui a 10 ans aussi. Notre concept à nous, c'est de faire en sorte de démocratiser l'accès au permis de conduire grâce à la flexibilité d'une offre sur une plateforme et des coûts 35% moins chers. Donc c'est top. Évidemment, n'hésitez pas si vous n'avez pas le permis, je suis là pendant une demi-heure après la conférence. Moi, je suis CMO, pas du tout de la Startup Nation. J'ai un double parcours annonceur et agence. Et dernièrement, j'étais CMO chez l'Apart Fitness dans le secteur du coup des salles de sport. J'ai eu la joie de connaître le Covid et plein de choses un peu sympas. Première question pour vous deux, on est à Zero to One, donc vous êtes tous les deux dans des boîtes qui ont 10 ans, donc qui ont passé le 1 depuis un petit moment. Comment on fait et est-ce qu'il y a des recettes, quelle a été vos stratégies d'acquisition, de fidélisation, de notoriété pour justement aider à ce passage de premier palier qui est quand même le premier cap avant d'assurer une première pérennité de l'entreprise? Ouais, alors chez Gens de Confiance, moi quand je suis arrivée il y a 6 ans chez Gens de Confiance. À cette époque, il y avait 320 000 membres et il y avait un sujet sur comment faire accélérer finalement la croissance de la communauté avec cette importance toujours de se dire qu'on voulait garder la qualité de la communauté. Donc il n'y avait pas encore d'équipe marketing. Le marketing avait été fait finalement de manière assez naturelle par les fondateurs qui étaient investis sur cette partie-là. Voilà, de manière organique, par le bouche à oreille. Le Gens de Confiance avait grandi, mine de rien, jusqu'à 320 000 membres. Tout seul, c'est quand même assez magique. Il y a pas mal de startups, je pense, qui seraient ravis d'avoir 320 000 membres aussi facilement, entre guillemets. Mais il y avait vraiment l'idée de passer à l'échelle et surtout de commencer à organiser et à créer un petit peu plus clairement une vraie équipe sur ce point. Et donc nous, dans un premier temps, ce qu'on a mis en place, c'est une sorte de task force dédiée au marketing. On avait vraiment une équipe qu'on appelait la squad acquisition, qui était une petite team. J'avais beaucoup de chance parce que c'était une team multi-task. Il y avait à la fois une personne, un développeur, un designer, deux data scientists et une personne qui était responsable marketing, qui savait intégrer des mails, en écrire, et moi.
Et en fait, cette petite équipe, on a été pendant les 6 premiers mois de mon arrivée chercher à comprendre les chiffres, à aller explorer la data, quels étaient les leviers qu'on pouvait aller chercher, comment est-ce qu'on pouvait aller finalement trouver des poches de membres. Où vraiment il y avait ce côté très intéressant d'aller vraiment creuser nos analytiques. Et donc on a découvert pas mal de choses et on a commencé dans un premier temps à aller chercher finalement avec une stratégie d'organique, avec de l'emailing et des choses assez simples entre guillemets, parce que c'était finalement des personnes qui avaient été inscrites il y a très longtemps, qui se retrouvaient à devoir revenir aujourd'hui. Et dans un second temps, une fois qu'on avait bien compris l'organique et qu'on avait été assez loin sur ce point-là, on est parti sur la stratégie de paid. Et alors tout à l'heure, on parlait de Vanity Metrics. Nous, de notre côté, il y avait une sorte de Vanity Metrics qui était un peu notre ligne de mire, qui était le million de membres. On se disait, ça, c'est quand même un moment où on arrivera à une sorte d'achievement d'arriver au million de membres. Évidemment, nous, ce qui a été assez fort sur ce million de membres, c'était que c'est le moment où ça a mis la roue à l'acquisition et où, une fois qu'on avait lancé ce million de membres, on n'a eu plus besoin de faire du paid parce que ça marchait en quelque sorte tout seul. Il y avait assez de monde dans chaque ville. Alors bien sûr qu'encore il y a des endroits où sur Gens de Confiance on a des villes où il n'y a pas encore assez de monde et il faudrait qu'on soit plus fort. Par exemple dans l'Est où c'est un peu pour l'instant une poche vide pour nous. Mais pour autant on n'a plus à investir de cette même manière et donc on est plus à se concentrer sur des actions de notoriété. On en parlera tout à l'heure. Thibaut, toi de ton côté, ça donnait quoi au début? Alors moi c'est assez différent, j'arrive chez Le Permis Libre au moment où ils font une IPO, donc on est la seule auto-école de France cotée en bourse, et ça veut dire quand même pas mal de choses. Et c'était peut-être ça aussi un peu notre 0 to 1. Le permis de conduire, normalement on le passe qu'une fois. Donc moi en termes de fidélisation c'est un peu compliqué, j'ai plutôt le besoin tout le temps de refaire venir du monde et faire en sorte que les gens puissent venir en masse chez moi. Donc au départ, on est quand même nativement orienté acquisition. On a pas mal d'acquisitions en paid, etc. Et avec des budgets relativement conséquents aussi. Donc moi, mon premier chantier, ça a été de dire comment je fais pour pouvoir dépenser moins, parce que c'est super d'avoir l'acquisition, mais ça coûte cher. Donc est-ce que je fais pas de la notoriété? Et après, derrière, je suis une auto-école en ligne, et je pense qu'il y a 95% des gens un peu âgés qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Donc ça veut dire quoi auto-école en ligne? Est-ce qu'on conduit derrière un simulateur? Est-ce que finalement je suis aussi sérieux qu'une auto-école classique parce que Bernard je le connais depuis longtemps quelque part, donc c'est cool. Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là. Ça a été comment du coup je replace le produit, j'explique ce que c'est qu'une auto-école en ligne, comment j'essaye d'affûter mes leviers d'acquisition et comment je pilote mieux mon budget pour faire passer d'une boîte d'un machine à lead à une boîte plus structurée qui devient une vraie entreprise, une vraie PME avec un objectif de renta. Quand je vous écoute tous les deux, je me dis en fait, on démarre aussi, c'est du bon sens, mais le côté comprendre le besoin du client ou du prospect et y répondre avec une stratégie et des outils. Sur la partie outils, toi, Bertie, tu t'outilles comment? On commence par quoi quand on démarre? Ouais, alors nous, la première chose, ce que je disais tout à l'heure, c'est comme elle était très focus data, on s'est vite équipé et nous, c'était Metabase, l'outil qu'on a choisi et qu'on a encore aujourd'hui. C'est un outil finalement qui ressemble en quelque sorte à Tableau, mais qui a la particularité d'être en open source et donc d'être quand même assez accessible dans un public comme aujourd'hui. Je pense que ça peut intéresser pas mal de gens. Ça permet de faire de la visualisation de tes data et finalement d'acculturer aussi la boîte, à regarder les chiffres, à les suivre, à les connaître et donc avoir des graphes au quotidien dont on va bien se nourrir. Par la suite, on a effectivement, de manière très classique, fait des choix sur tous nos outils d'emailing, d'automation. Et ça, de la même manière, il y avait des choix qui se sont faits par rapport à l'équipe qu'on avait à ce moment-là et les personnes qui étaient potentiellement à devoir les utiliser. Donc finalement, il y a des outils, moi le conseil que je peux donner là-dessus, c'est qu'il y a des outils absolument incroyables qui font des choses très très poussées, des customer.io, Segment, tout ça, qui à l'époque, nous, n'étaient pas... qui était très intéressant et qui me faisait rêver en termes de market par rapport à tout ce qu'on pouvait faire. Et pour autant, on n'avait pas l'équipe à ce moment-là qui était la bonne pour faire ça parce que on était peut-être trop petit encore et pas encore assez acculturé au sujet du market. Donc on a pris un outil qui est plus simple. On a Brevo qui fait complètement le job. Et ensuite, un peu plus tard, mais toujours sur cet esprit analytics et market, mais à la frontière avec le produit, on s'est équipé d'Amplitude. Amplitude, c'est un outil finalement
du UX en quelque sorte, où on suit vraiment le trajet de chacun de nos membres. On va savoir finalement, toi Alexandre, on va essayer de savoir, t'es un Parisien, t'as des enfants, tu fais des locations de vacances, qu'est-ce qui pourrait être intéressant qu'on te redonne pour que tu reviennes sur Gens de Confiance, et donc de commencer à mettre un peu d'intelligence aussi dans notre marketing pour avoir des choses plus ciblées, plus et mieux adressées, parce que finalement on a le côté généraliste, donc nous on a quand même beaucoup de verticales chez Gens de Confiance, et on tend le plus à passer du généraliste au multispécialiste, et donc c'est là où c'est assez compliqué, parce qu'on sait que sur chaque verticale on a des concurrents qui font que ça. Et vous classez du coup les clients par persona, ou vraiment vous allez dans l'hyper personnalisation pour dire justement moi parce que j'ai 2 enfants et parce que je vais plutôt dans le sud de la France dans les locations de vacances, c'est ce que tu vas me pousser en priorité? Alors aujourd'hui on fait pas des choses aussi fines, c'est option rêve, mais qui n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais aujourd'hui, on va plutôt être sur des intentionnistes locations de vacances, par exemple. Ces gens qui ont montré de l'intérêt pour les locations de vacances, on va leur en redonner. Alors que les gens qui n'ont jamais été sur une location de vacances, on va arrêter de leur envoyer. Donc, pour l'instant, c'est le niveau 1 de la fusée, mais il y a bien sûr bien d'autres choses à imaginer. Trop bien. Tu as parlé d'équipe, effectivement, et tout à l'heure, tu parlais quand on démarre, alors vous l'avez fait avec un format squad, hyper important aussi de se dire que pas besoin d'avoir une équipe de 25 personnes spécialisées en marketing pour faire du marketing. Je pense que tout le monde dans la boîte, évidemment les founders, mais tout le monde dans la boîte est aussi responsable de cette partie-là, et justement de comprendre à qui on s'adresse, qui est le client, quels sont nos leviers aussi. Toi, Thibaut, sur cette partie équipe, et notamment, je l'ai dit en intro et on en a rigolé ensemble, mais donc un peu ce mythe-là que le directeur, la directrice marketing est là pour craquer le business et pour trouver la recette miracle qui va être applicable pendant les 48 prochaines années pour faire en sorte qu'on soit la boîte la plus successful du monde. T'en penses quoi de ça? Déjà, moi, je viens d'une boîte où j'étais directeur marketing et communication et on me dit maintenant tu seras Chief Marketing Officer. Déjà, au départ, je ne comprends pas la différence. Donc, c'est un peu étrange et on me dit de toute façon, tu n'as qu'une mission, c'est craquer le marché. Donc, craquer le marché, j'avais dit à Alexandre de ne pas me le dire parce que ça me démarre directement. Ça veut dire quoi, craquer le marché? Est-ce qu'on peut trouver une recette miracle qui soit applicable pendant toute la vie de l'entreprise et finalement on n'a plus rien à faire? C'est juste impossible, enfin ça me rend fou. Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est comprendre les besoins d'un utilisateur ou d'un client et systématiquement continuer à bouger parce que le périmètre concurrentiel évolue, parce que la réglementation évolue et parce que finalement quand moi je bouge un curseur, mon concurrent n'est pas débile, il veut lui aussi craquer le marché et il bouge de son côté aussi. Donc quand on m'a dit ta mission en tant que CMO, je n'avais pas compris ce que ça voulait dire, il faut craquer le marché, je dis d'accord, c'était étrange. Une fois qu'on a ça en tête, il faut aller fédérer les équipes et leur faire comprendre que ce qu'elles ont entendu depuis longtemps, parce que la boîte elle a 10 ans, les collaborateurs sont là depuis longtemps, il faut leur faire changer un peu de culture et leur dire que finalement c'est que par l'itération, c'est que par le test, c'est que par la démonstration que je ne suis pas juste un petit rigolo qui dit qu'on ne le craquera pas, et il faut juste prouver et démontrer. Et ça a pris un peu de temps, de faire en sorte aussi de se dire que on rentre beaucoup par l'outil. Le directeur marketing aujourd'hui, ça doit être un grand technicien, ça doit être un stratège, il doit avoir aussi une grosse dimension commerciale. Est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire que les équipes peuvent t'aider à faire ça et que toi, tu dois être une espèce de pilote de navire sur la stratégie globale de la boîte? C'est un peu ça que j'ai voulu faire en arrivant. Je ne sais pas si je réponds trop à la question, mais tu m'as démarré. Si, carrément. Non, mais c'est hyper important, je suis d'accord aussi. Moi, j'ai beaucoup ce sentiment-là. Moi, avant ça, j'étais chez Mano Mano. Et il y a ce côté, effectivement, où on attend du directeur... Enfin, moi, on attendait qu'on soit... aussi bien créa et spécialisé sur tous les enjeux créa, capable d'accompagner n'importe qui sur des prises de parole, capable de gérer le board et les investisseurs, enfin vraiment sur des postes qui sont vraiment à 360, ce qui est hyper intéressant pour nous dans ces postes-là, mais qui du coup, on va pas se mentir, est en fait impossible, parce qu'en fait, on peut pas tout faire, être expert en tout, et je suis d'accord parce que il y a un côté responsabiliser aussi les autres dans ces missions-là. Moi, j'appelle ça aussi la police du kiff quand on arrive dans une boîte, et devoir dire ou réexpliquer certains basiques. Toi, sur la partie équipe, Bertie, ou sur la partie même gouvernance, tu arrivé assez tôt. Donc, tu l'as dit, le marketing, c'était côté founders et il le faisait déjà. Mais comment tu as accompagné cette structuration? Vous êtes combien aujourd'hui? Comment ça se passe le marketing chez vous? Alors, aujourd'hui, il y a 85 personnes chez Gens de Confiance en tout. 85 au marketing.
Pas 85 en marketing. Non, non, il faut qu'on en discute justement avec mon boss qui est dans la salle. Non, très sérieusement, en fait, c'est vrai que je suis complètement d'accord avec ce que dit Thibaut. Finalement, les équipes, on a besoin aussi de leur donner une direction et il y a ce côté un peu capitaine de navire. Et par contre, en fait, on n'est pas le capitaine du même navire aux différents moments de la boîte. Et en fait, donc quand je suis arrivée, je disais il y avait cette équipe vraiment multifonction. Et ça a duré que la première année, avec vraiment cette grosse accélération sur les 6 premiers mois. Mais la première année, on était dans ce rythme-là. Et ensuite, l'idée, c'était quand même de faire que le marketing commence à infuser aussi dans la boîte et que tout le monde comprenne, parce que Gens de Confiance à la base, c'est quand même une boîte tech en fait. Notre raison d'être, c'est le meilleur de la tech au service du bien commun. Donc on est quand même vraiment sur de se dire que la tech peut aider à sécuriser les transactions et peut aider à faire qu'il y ait moins d'arnaques sur les réseaux, sur Internet. Et donc finalement, on a un peu changé en ayant une équipe qui était plus qu'une équipe marketing. Les devs sont repartis dans leurs équipes, les designers sont repartis dans leurs équipes. On a cassé cette petite squad. Chacun a repris sa vie normale et on a agrandi l'équipe pour avoir vraiment une équipe qui était plus clair avec une partie branding, une partie plus acquisition et notoriété. Et aujourd'hui, on est en train de se reposer la question de comment est-ce que on l'a fait grandir, comment est-ce que par rapport aux nouveaux sujets qu'on a, comment est-ce qu'il faut bien s'organiser, est-ce que c'est un product marketing qu'il faut avoir, un product marketing manager qu'il faut avoir en interne, est-ce que c'est quelqu'un qui est marketing, est-ce que c'est quelqu'un qui est produit. Donc finalement, on se repose à nouveau les questions de l'organisation et je pense que c'est jamais, et t'as raison, on peut pas craquer le sujet si facilement, mais pour autant, je pense oui, il y a toujours à réfléchir, à la repenser son organisation. Et ces organisations, moi j'ai l'impression qu'elles sont stables. Ça désespère mon équipe parce qu'elles disent ça change tout le temps, tout ça. Et en même temps, je pense qu'on est obligé d'accepter que ça change tout le temps. Même les outils ont changé. Je veux dire, l'intelligence artificielle. Moi, quand j'ai commencé Gens de Confiance il y a 6 ans, on écrivait les mails avec notre blanche-main. Aujourd'hui, il y a quand même une sacrée aide d'avoir un chat GPT, quoi. Donc, voilà. Carrément, ça change tout le temps. Enfin, on est beaucoup tous ici être dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine des startups, et c'est vrai que être souvent les petits sur des marchés, enfin, soit on invente un marché, mais souvent on est quand même un acteur qui vient disrupter quelque chose et qui fait face à des acteurs plus installés. Je voudrais vous faire réagir là-dessus, justement, comment le marketing, la communication, la notoriété, sur les stratégies pour se différencier et singulariser la marque finalement. Toi, Thibaut, donc le permis, vous êtes sur un marché où il y a un autre acteur qui est assez gros sur le permis en ligne. La stratégie pour faire justement de la notoriété, comment vous avez fait ? Moi, je suis un passionné de la marque au départ. Je pense que dès qu'on construit son entreprise, il faut commencer à bosser son capital marque. Et souvent, les gens me disent, bah non, commence pas tout de suite, mais pas tout de suite l'argent en auto, parce que finalement, tu vas brûler du cash. Quand on revend sa boîte, j'ai l'impression que le capital marque, il est quand même assez utile, et on va quand même se dire que la notoriété, elle a la valeur. Donc très tôt, j'ai besoin de construire la marque. Après, je suis sur un marché particulier, parce qu'effectivement, on a un gros acteur qui est devant nous aujourd'hui, parce qu'il a levé plus d'argent, pas parce qu'il est meilleur. Ça, c'est mon ego. Mais en fait, à la limite, je me suis assez rapidement dit que le marché des auto-écoles en ligne, on pèse que 5% du marché, donc c'est pas vraiment un concurrent, c'est plutôt un confrère. Et mon objectif, c'était d'aller plutôt adresser les 95% du reste du marché, qui sont les auto-écoles classiques, physiques. Et donc là-dessus, quand on se dit, bah, mon vrai enjeu, c'est comment je fais pour pouvoir avoir une marque qui soit singulière, donc il faut qu'on puisse comprendre que je suis spécifique, il faut qu'elle soit lisible le plus rapidement possible, il faut qu'elle soit impactante pour pouvoir aussi parler à ma cible. Moi, aujourd'hui, le permis de conduire, c'est à partir de 17 ans, hein, depuis le 1er janvier, donc il faut que je puisse parler à des jeunes. Mais si j'utilisais que des codes de jeunes pour les jeunes, le parent qui paye, est-ce qu'il va être rassuré de se dire qu'il va quand même mettre son enfant dans une voiture avec quelqu'un qu'il ne connaît pas ? Et donc, mon enjeu, ça a été tout de suite de se dire comment je construis une marque forte, crédible, lisible et explicite. Dit comme ça a l'air d'être facile, mais en vrai, c'est un vrai gros chantier, je vais pas dire un gros mot, avec un enjeu derrière aussi de se dire qu'il ne faut pas non plus construire un truc énorme. Parce que si je reviens un peu sur la partie organisation, ce qui est compliqué aussi, je pense, c'est qu'on a tout de suite envie de grandir, de structurer encore et encore, et on perd de l'agilité. Donc comment je construis une marque aussi qui peut être un peu mobile ? C'est pas parce que j'ai décidé de dire qu'elle est avec des codes graphiques très marqués que je peux pas rajouter une couleur, que je peux pas faire un petit virage, parce qu'encore une fois, j'ai pas craqué non plus ma marque. Il faut qu'elle continue à vivre. Et je pense aussi, et là c'est très philosophique, que la marque, c'est aussi une forme de magma un peu informe qui bouge tout le temps. Et les gens, ils en font ce qu'ils en veulent.
Au départ, on disait le permis libre, surtout n'utilisons pas l'acronyme LPL, alors que les gens s'en servent. Alors que là, il est marqué dans les dons, dans la charte, on ne fait pas ça. Mais pourquoi on ne fait pas ça? Les gens, ils utilisent ça comme ça, ils l'ont transformé comme ça. Tant mieux, ils s'approprient la marque. Donc c'est ça, c'est aussi se dire que la marque, on la structure, mais on la laisse vivante. Et c'est un gros enjeu parce qu'il faut écouter le marché, il faut écouter les gens et savoir corriger au fur et à mesure aussi, sans jamais servir la soupe. Parce que si les gens décident de dire que ma marque, c'est plus LPL, mais LCL, j'ai un problème. C'est sûr. Moi, je me suis battu chez Mano Mano aussi pour que ce soit vraiment Mano Mano, mais je suis d'accord. Nous, on avait fait le choix, et c'est pas du tout moi, c'est vraiment l'équipe marque et la directrice de la com de l'époque, Anaïs, qui avait fait ce choix-là, mais le choix de l'humour. Mano Mano, c'était sur un vertical pris par deux géants, Leroy Merlin et Amazon. Donc, la boîte arrivait quand même avec ses petits bras face à vraiment deux mastodontes. Et le choix de l'humour, vous avez peut-être vu les campagnes quand on les a lancées en 2020, mais avait tout de suite permis déjà de créer une adhésion à la marque et quelque chose de beaucoup plus fort chez les clients et chez les consommateurs, et de détourner un peu stratégie du judo, quoi, mais face aux mastodontes en face qui avaient une énorme force de frappe financière surtout, nous de se dire qu'avec une seule campagne on pouvait rester à l'esprit alors que les autres allaient avoir des campagnes tout au long de l'année et matraquer beaucoup plus que nous. Il y a un deuxième sujet, et plutôt chez toi, Bertie. Moi, ce qui m'impressionne chez Gens de Confiance, c'est la communauté. C'est vraiment l'ADN de votre marque. Comment vous faites vivre cette communauté? Il y a un sujet notamment, je voudrais te faire réagir après, peut-être commencer par la communauté, ensuite sur la partie vraiment le crowdfunding, mais peut-être commencer sur la communauté. Comment ça se passe chez vous? Ouais, la communauté, donc aujourd'hui c'est 1,8 million de membres, et la grosse particularité, et quelque chose qui est toujours très étonnant quand on arrive de l'extérieur chez Gens de Confiance, moi, qui venait d'un groupe de presse mag, où chaque membre en plus, chaque abonné supplémentaire, chaque visite supplémentaire, c'était ce qu'on cherchait à avoir, donc on accueillait tout le monde. Là, sur Gens de Confiance, finalement, il faut vraiment avoir ces 3 parrains, donc on a 1,1 million de personnes qui sont à la porte de Gens de Confiance parce qu'ils n'ont pas trouvé leur parrain. Donc ce côté radical, nous on dit souvent qu'on est le réseau fermé le plus ouvert, hein, parce qu'en fait, une fois qu'on a ces 3 parrains, il y a aucun souci, et voilà. Mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir cette notion de sécurité, ce gage de sécurité pour être certain finalement que la transaction va bien se passer. Et donc cette communauté, évidemment, c'est hyper important pour nous de la choyer, bien s'en occuper, et c'est une communauté qui est hyper engagée. Je sais ce dont tu veux qu'on parle après. Vous allez voir, c'est vrai que c'est une communauté qui a bien montré des gages de confiance envers Gens de Confiance. Un exemple concret, c'est que sur Gens de Confiance, il y a une partie du chiffre d'affaires, donc qui n'est pas une partie importante, mais tout de même, c'est assez rare pour le souligner, qui est des dons de la communauté à Gens de Confiance. Quand on a mis son annonce et qu'on retire son annonce, on vous propose, est-ce que si ça s'est bien passé, est-ce que tu souhaites participer à continuer à faire grandir finalement ce réseau en faisant un don. Et en fait, c'est pas rare que des gens fassent un don, mais finalement, donc c'est très sympa et c'est louable. Mais pour autant, finalement, quand on a fait une transaction immobilière, par exemple, que ça s'est super bien passé, qu'on a rencontré quelqu'un de génial, ou quand on a trouvé une jeune fille au père qu'on va voir tous les matins au petit-déj pendant 2 ans, on est ravis que ce soit bien passé et on a envie de remercier les gens de confiance. Et donc, c'est assez fréquent que les gens fassent des dons, et des dons parfois importants, plutôt qu'avoir payé des frais d'agence. Les gens sont plus contents de faire un don à gens de confiance. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi une communauté engagée, même sur la partie modération, parce qu'en fait, dès qu'il y a une annonce qui peut avoir l'air étonnante, un prix qui est pas le bon, peut-être des fautes d'orthographe, quelqu'un qui est un peu cavalier, de la même manière, il y a toujours des personnes qui réagissent en disant je signale cette annonce, et c'est vrai que c'est vraiment c'est nos premiers garants de la communauté, c'est justement les membres. Donc ça, c'est génial. Trop bien. Et donc vous avez lancé, vous avez été l'un des premiers là en ce moment, cette semaine, je l'ai vu partout. Vestiaire Collectif vient de lancer leur OP. Enfin, il y a pas mal de gens qui le font. C'est plus dur de lever des fonds en ce moment, je vous apprends rien. Donc de plus en plus de startups font le choix aussi, justement, s'ils ont une communauté forte, de faire appel à du crowdfunding, ou en tout cas de faire une levée, d'ouvrir leur capital à leurs clients et à leur communauté. Vous, comment ça s'est passé? C'est quoi le retour d'expérience? Est-ce que vos fonds sont très fâchés? Alors, nos fonds sont pas très fâchés. Nous, on avait la chance et le luxe d'avoir pourtant la possibilité de le faire avec des fonds. Et alors, ce qui est à préciser, c'est quand même c'était une opération de secondaire. Donc, ça veut dire que
c'est pas du crowdfunding, mais les puristes vont donc j'utilise le bon terme. Donc c'est une opération participative, ça s'appelle. Ça veut dire qu'on vraiment voilà, c'est du secondaire, c'est juste un changement de destinataire de la somme. Et en fait, effectivement, on a lancé cette opération l'année dernière, en juin dernier. Auparavant, on est quand même un minimum, on n'est pas complètement fou et un peu organisé. Donc on avait fait un sondage auprès de la communauté en disant si on faisait ça. Qu'est-ce que vous penseriez et est-ce que vous donneriez si vous donneriez combien? Et donc là, on avait été complètement hallucinés des résultats. On s'était dit, OK, donc il y a vraiment un truc à faire. Et en fait, ça, c'était vraiment le reflet de cet engagement, le reflet de gens. Mais il y avait même des gens qui étaient prêts à donner pas beaucoup, mais juste pour dire, je participe à l'aventure, je crois à cette volonté de rendre Internet, rendre meilleur finalement cette vision et cette raison d'être qu'a cette boîte. J'y crois et j'ai envie de participer. Donc ça, hyper sympa parce que d'ailleurs, on demandait aux gens, dites-nous pourquoi vous voulez le faire. Et il y avait pas mal de gens qui disaient, pour suivre l'aventure. En fait, j'ai envie de suivre l'aventure. Et donc on a lancé en juin véritablement l'opération participative qui a été un énorme succès parce que en 1 heure on a atteint notre objectif donc finalement on a ouvert un peu plus mais c'est vrai que c'était une opération hyper intéressante, hyper stimulante de voir que on avait quand même une communauté qui était vraiment derrière nous, qui était engagée, qui avait envie de suivre. Et la beauté du système aussi, c'est que finalement c'est des gens qui deviennent nos premiers ambassadeurs en fait. Une fois qu'on a mis de l'argent dedans, bon c'est des personnes qui vont finalement on fait des webinars pour leur raconter un peu évidemment un peu comme des actionnaires, c'est un petit board, même si c'est via une holding, on est quand même on leur doit quand même des justifications sur nos résultats, etc. Et en fait c'est très intéressant parce que ces personnes-là vont être nos premiers ambassadeurs pour en parler à leurs amis. Nous il y a toute une stratégie marketing hyper intéressante à mettre en place sur comment est-ce que justement ces personnes-là vont être nos porte-parole sur certains sujets, sur les évolutions. Donc on essaye de leur donner un petit peu en amont quelques infos, quelques changements qui peuvent arriver. Et donc on a mis en place une personne qui est leur canal privilégié. Donc ça, pareil, quelque chose qui est assez valorisant pour des membres qui aiment beaucoup la boîte. Donc de savoir qu'ils peuvent parler à cette personne, c'est leur point d'entrée. Et pour l'instant, oui, on en est hyper satisfait de cette opération. Trop bien, c'est génial. Tu l'as redit, mais je pense que c'est hyper important. Enfin, vraiment, ce bon sens aussi de. Moi, je l'ai vu dans là où je le vois vraiment chez France Digital. On accompagne quand même beaucoup de startups à différents stades de maturité, et la compréhension vraiment du besoin client et le fait de parler à sa communauté, le fait de poser des questions à ses clients et de comprendre aussi les attentes. Parfois, ça semble tout bête parce qu'on se dit, ben oui, non, mais c'est évident parce qu'on a l'impression de les connaître et d'être quasiment sûr de savoir ce qu'il leur faut et ce qu'ils attendent. Parce que aussi, parfois au départ, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans l'évolution de la boîte, on a commencé à l'instant T en adressant un besoin client spécifique. Et en fait, si ça se trouve, le besoin a évolué ou comme la base a augmenté, les besoins deviennent plus multiples. Et c'est ce que tu disais, il y a d'autres intentions qui naissent. Et ça, en fait, c'est vraiment une vraie hygiène de marketing, mais même de stratégie de boîte en fait, à mettre en place dès le départ et de le conserver au fil des mois et des années pour être sûr que vous continuez à répondre à ce besoin-là. Toi, Thibaut, sur la partie... Vous avez fait une IPO. Est-ce que ça change quelque chose sur la façon dont effectivement la marque elle s'exprime, et est-ce que ça crée aussi une énorme communauté d'investisseurs finalement publics? Est-ce que ça a un impact pour vous sur la boîte et sur ta stratégie? Moi, quand je signe chez Le Permis Libre, je signe un NDA en me disant on va faire une grosse levée, tu vas voir, ça va être super. Et la grosse levée, c'était une IPO, et c'est vraiment un truc un peu particulier. Quand on se retrouve chez Euronext à sonner la cloche, on vit un truc qu'on vivra peut-être qu'une seule fois. Et à ce moment-là, on se rend compte que c'est extraordinaire. Et tout de suite, on voit son cours de bourse qui s'affiche. Et moi, en tant que CMO, je l'ai pris pleine gueule, en me disant mais c'est incroyable, ça monte, ah non ça descend, ça monte. Et pendant la première semaine, j'ai pas dormi parce que le cours bougeait et j'avais l'impression que c'est moi qui te faisais bouger parce que j'avais mal fait mon boulot. Donc déjà, ça change vraiment un rapport aussi au fait que en fait, la boîte devient liquide et sa valorisation est en temps réel. Ce qui est assez difficile à appréhender parfois. Après, ça change aussi parce qu'effectivement, nous, on voulait faire ça aussi, pour lever des fonds, c'est évident, mais aussi parce qu'on pense que le permis de conduire, c'est une forme de bien commun. C'est le premier examen de France. On a plus de gens qui passent le permis de conduire par an que de gens qui passent le bac. Et c'est aussi un levier vers la liberté. Je veux bien que conduire, on peut se faire différemment avec des vélos, etc. Mais il y a plein de gens qui sont en campagne et qui ont besoin d'avoir la mobilité pour pouvoir aller voir leur grand-mère, pour pouvoir aller faire leurs courses. Et on participe à ça. Donc on trouvait qu'il y avait une dimension presque sociale assez belle de pouvoir faire en sorte d'ouvrir notre capital à plein de gens qui pouvaient du coup participer à l'aventure.
Ça, c'est pour la philosophie. Après, il y avait aussi une dimension de notoriété. Ça vient crédibiliser la marque, c'est top. On se dit, quand même, c'est une boîte solide. On est quand même coté en bourse. C'est pas n'importe quoi. Il y a un vrai travail de cotation avant, de rigueur. Donc, c'était important pour nous. Et après, oui, ça change mon marketing parce que j'ai des fenêtres de prise de parole où je vais devoir changer un peu ma tonalité parce que je peux, du coup, influer sur des moments où il faut pas. Donc, j'ai plein de moments où on communique peu, on communique moins en corporate. Après, tous les trimestres, on va communiquer sur des éléments chiffrés, validés, audités. Donc ça vient vraiment aussi de mettre une forme de routine dans l'entreprise. Et après, je pense que ça change fondamentalement quelque chose aussi. C'est par rapport à nos collaborateurs qui, eux aussi, se disent, mais finalement, cette entreprise-là, qui était au départ une petite start-up, maintenant c'est une boîte cotée, elle a vraiment du poids sur un marché. Et ils vivent aussi avec moi, peut-être même plus que moi, les fluctuations du cours. Donc ça change beaucoup l'interne et ça change aussi un peu l'externe, mais fondamentalement par contre par rapport à ma communication client, ça ne change rien. Parce que je communique toujours sur les bénéfices auprès de mon client, je communique vraiment juste sur l'expérience qu'il aura, et on ne fait rien en communication ou en positionnement de notre offre par rapport à la bourse. Jamais. C'est-à-dire que ça, c'était un truc qu'on s'est donné avec l'ensemble du comité de direction. On ne fera pas du boulot pour les investisseurs. On fait du boulot pour nos clients, et si on le fait bien, alors nos investisseurs ils seront contents. Ouais, c'est hyper important. Cette partie, effectivement, collaborateur aussi, c'est un sujet parfois qu'on a tendance à oublier. Enfin, ça dépend. Moi, je peux voir des startups qui sont au contraire où leurs collaborateurs sont tellement ambassadeurs que c'est presque une famille, un clan et parfois un côté parfois même secte qui peut faire peur aux gens de l'extérieur. Attention. Mais parfois aussi, il y a cet oubli, pas tant du bien-être collaborateur, etc. Ça, c'est géré côté RH, mais de comprendre aussi comment transformer ses collaborateurs en premiers ambassadeurs et en utilisateurs de la marque. Il y a une startup encore récemment qui a un produit en mobilité qui m'expliquait qu'ils s'étaient rendu compte que quasiment 80% de leurs employés n'avaient jamais utilisé leur produit, qui du coup pose un vrai sujet sur ce qu'ils vendent derrière et comment ils font leur métier. Vous, de votre côté, justement, cette expérience collaborateur et cet embarquement des collaborateurs, comment ça se passe, Bertie ? Oui, t'as raison, c'est un vrai sujet en fait de se dire que tout le monde est bien embarqué et tout le monde utilise le produit. Nous, on a tout de suite, j'ai l'impression que dès que je suis arrivée, il y avait déjà ce sujet-là d'être certain que tout le monde l'utilisait à fond. Donc déjà, quand on arrive chez Gens de Confiance, dans le moment de l'onboarding, même au moment des entretiens, l'idée c'est quand même un peu de trouver ses parrains. C'est quand tu même... dois avoir déjà été coopté pour non, rentrer mais en plus. Ça montre que t'es un peu motivé. Moi, c'est vrai que quand je passe des entretiens, mais si certains d'entre vous sont un jour amenés à passer des entretiens chez Gens de Confiance, je vous conseille quand même de vous inscrire et d'essayer de trouver vos parrains. Moi, ça me montre quelqu'un qui est motivé ou qui est pas motivé. Ça, c'est sûr. Et donc, ça montre que la personne a compris le but du jeu et un peu comment ça marche. Et en fait, une fois que les personnes sont en interne, clairement, il y a ce sujet-là d'utiliser l'outil. Et nous, on a mis des sortes de même pas de reward, mais on offre par exemple les frais de commission qu'il y a sur les locations de vacances aux salariés parce qu'on a envie qu'ils utilisent, parce que c'est une verticale qui est importante pour nous, qu'on a envie qu'ils utilisent Gens de Confiance pour faire leurs vacances. Et finalement, c'est vrai que quand on organise des vacances, ça peut être en famille, donc on va en parler aux frères et sœurs, on va envoyer une liste avec plein de belles maisons Gens de Confiance. Les gens se diront la prochaine fois, j'utiliserai Gens de Confiance. On organise des vacances avec des amis. Pareil, on va montrer des belles maisons Gens de Confiance. Donc là, c'est vraiment le côté vraiment advocacy. Nos employés sont nos premiers ambassadeurs. Et l'idée, c'est qu'après, à chaque fois, les gens racontent un peu. Moi, cet été, j'ai été à Milan. J'ai fait une semaine incroyable dans un Gens de Confiance qui était à Milan. Clairement, c'est sympa. Je suis trop contente de le partager, d'aller dire, si tu vas en Italie à Milan, prends absolument cet appart. Il est super pour une famille. Donc là, il y a vraiment un côté ambassadeur qui est très important et qu'on essaye de développer, effectivement. Toi, Thibaut, j'imagine que c'est moins facile si tout le monde a déjà eu le permis. Est-ce que vous imposez aux gens de repasser le permis ? Non, on offre le permis à tous ceux qui n'ont pas le permis. Donc, on a quand même beaucoup de jeunes diplômés ou d'alternants. Donc, ils ont le loisir de repasser le permis avec nous. On leur demande un feedback, par contre, sur l'expérience. Et après, on est en train de bosser sur notre onboarding aussi avec nos équipes RH, que je salue, pour faire justement en sorte qu'on puisse aussi refaire une expérience de conduite et qu'on vive l'expérience à 100%. Je vais faire un truc que je suis pas hyper à l'aise à le faire, mais moi j'ai jamais fait ça. En fait, je suis CMO de la boîte et j'ai pas refait l'expérience d'aller conduire avec un mec à côté de moi. Je pense que c'est regrettable. J'ai pas pris le temps, c'est une grosse bêtise. Du coup, je vais corriger ça assez vite. Mais revivre cette expérience-là, je pense qu'elle est importante pour qu'on sache de quoi on parle et que c'est pas finalement une expérience que tu viens fantasmer.
Aujourd'hui, la seule chose qu'on fait au point de vue de l'embarquement, effectivement, c'est d'offrir à ceux qui en ont besoin dans l'équipe. Et tu vois, juste pardon pour compléter, nous, dans l'onboarding de gens de confiance, chaque personne qui arrive, quelle que soit sa team, doit faire une semaine au sein de la Team Bonheur. La Team Bonheur, c'est notre team qui s'occupe, vraiment l'équipe qui est dédiée à la communauté, donc à répondre au téléphone, aux gens qui n'arrivent pas à trouver leur parrain justement, ou qui n'arrivent pas à pousser leur annonce, voilà, qu'on plein de petites questions. Et finalement, notre communauté est tellement cœur et c'est tellement important de la comprendre que même un développeur front app qui plus jamais aura à répondre à Madame Michu sur le nom de confiance, pour autant on lui demande de voir ce que c'est, de répondre, d'appeler des gens, donc d'entendre en fait. Et finalement ça fait comprendre, ok, donc la communauté c'est ça, les gens à qui je vais parler, quoi, je vais dev pour ces personnes-là. Le persona de la boîte en fait c'est Madeleine qui a peut-être 60 ans, quoi. En fait d'essayer de comprendre, et donc quand je vais faire mon dev, peut-être qu'il faut que je fasse un truc pas trop tricky pour que la personne elle comprenne et que cette personne elle y arrive, quoi. Ça on le fait aussi côté care. On a la dernière fois notre président qui s'est mis à côté des équipes care et qui a commencé à écouter et parler aux gens. Et donc les personnes en face ils disent mais le président me répond, c'est plutôt positif. Et derrière il a pris une liste de choses à faire et vivre. En fait on fait des vies ma vie dans toutes les équipes, c'est trop bien. Ouais, vivez la vie de vos équipes, ça c'est vrai que c'est hyper important. Je suis d'accord aussi sur le côté utilisation de l'outil. Moi, je l'avais fait chez ManoMano et je passais régulièrement des commandes en tant que client, mais aussi pour tester vraiment l'UX, etc. Et là, aujourd'hui, c'est chez France Digital, je mets l'équipe un peu technique et outils sous pression parce qu'ils savent que je suis un peu client mystère et je peux refaire tous les parcours, vérifier. Parce que c'est vrai, souvent, il y a ce qu'on a fait sur le papier et la très belle strat ou le très beau funnel qu'on a dessiné, qu'on a mis en place. Et après, il y a la réalité et l'expérience vécue par le client qui... Enfin voilà, moi régulièrement je le refais chez France Digital et c'est loin d'être parfait encore. Et il y a encore des choses qui devaient être réglées ou on m'avait dit que c'était réglé, en fait qui ne le sont pas. Et donc voilà, de remettre les mains dans le cambouis, et surtout une fois qu'on a passé le 1 et qu'on continue à avancer dans la boîte, de ne pas oublier de le refaire régulièrement. Et parfois, moi, je prends des petites suées froides face à ce que je lis et à ce que je reçois parfois. Il nous reste pas beaucoup de temps. Je voulais vous demander une petite ouverture sur l'année qui a déjà démarré et qui s'annonce. 2024, nous, ce qu'on voit côté France Digital, c'est une année qui reste encore chargée et complexe sur le plan économique pour toute l'économie française et européenne. Le marketing est souvent la première cible des sujets de rentabilité, baisse des coûts. Qu'est-ce que vous envisagez? Comment vous êtes préparé à cette année? Qu'est-ce que vous voyez venir? Est-ce que le remède miracle, c'est l'intelligence artificielle et ça va tous nous sauver? L'IA, ça m'énerve aussi un peu parce que j'ai l'impression que c'est une forme de réponse pratique. Allez, c'est pas grave, on sort des gens, puis ChatGPT fera mieux. Et du coup, on aura une forme d'uniformisation des discours et on n'aura plus de personnalisation. Donc, je pense que c'est un outil, mais c'est pas la panacée. Déjà, le titre de la conférence était hyper intéressant aussi parce qu'on se dit que la strat c'est super, mais après l'exécution c'est quand même parfois un peu plus compliqué. Et en même temps, la strat elle doit évoluer en permanence. Moi, j'ai la conviction que le marketing c'est au cœur de tout. Je suis très très égotiste, je suis très égocentrique dans la boîte parce que je pense que tout ce qu'on fait est marketing. La façon que j'ai de me présenter à vous, la façon que j'ai de bouger, de mettre ma jambe comme ça, finalement c'est une forme de market et ça me donne un côté un peu cool alors que je le suis pas. Et au fait, il y a vraiment ce côté-là où tout est market. Et donc, je pense que du coup, le marketing dans la boîte, il faut le faire diffuser, il faut le faire infuser pour pas le laisser juste dans l'équipe market. Ça doit être vraiment au cœur de tout. Parce que l'année 2024, effectivement, alors côté le permis libre, on est coté, on doit être rentable, on l'a annoncé à tout le monde. Donc être rentable, ça va commencer relativement facilement. C'est Thibaut, fais tes perfs et fais-le avec moins d'argent. Donc c'est toujours le fameux fais plus avec moins. Et en même temps, je relève le défi. Je pense que c'est un défi pour tout le monde. Les campagnes de notoriété, elles sont très compliquées. Les budgets télé sont compliqués. Les budgets d'affichage deviennent compliqués. Donc tout ce qui va être plus sur la marque, alors que je pense que le capital marque est hyper important, devient un peu secondaire pour l'année à venir et on va devoir se générer nous-mêmes de budget si on arrive à surperformer en acquise. Ça, c'est un des premiers points. Et après, je pense qu'effectivement, il y a une rationalisation des équipes. Et quand on parle tout à l'heure d'organisation, de faire en sorte de structurer les équipes aussi, je pense que l'agilité va être clé pour se dire que certains jobs qu'on fait, est-ce qu'ils ne sont pas superflus ou est-ce qu'on peut le faire différemment, le faire mieux ou peut-être en faire un peu moins. Et ça, c'est un dernier point, après je te laisse la parole. Mais je pense qu'il y a un côté, faire moins, on a une forme de surcouche, on a une grande strate, on a posé des slides de dingue, on a fait un HoloLens où tout le monde était content, super. Après, on me dit comment on fait, je leur balance 65 sujets, ils sont 2, il faut le faire. Ça marche pas.
Donc forcément, il faut qu'on commence à prioriser, hiérarchiser, essayer d'embarquer, et se dire aussi peut-être faire un peu moins bien. Peut-être parfois, il faut juste lotir. Et on va commencer à faire un sujet, on va faire la première étape, le 0 to 1 du projet, et un par un, on va monter les étapes. Je pense que si on fait ça en 2024, on devrait s'en sortir correctement, mais c'est un vrai changement de mindset. Je suis d'accord, et choisissez vraiment vos batailles, mais sans perdre vos fondamentaux. On en parlait, nous on avait une grande journée avec les CFO, les directeurs financiers la semaine dernière, et c'est vraiment l'occasion justement pour se dire, ok, on choisit un axe fort, on ne perd pas nos fondamentaux, et je suis d'accord avec toi de dire que la marque elle est secondaire, mais pour autant il faut, n'oubliez pas votre marque et ne tuez pas votre marque. Les gens qui, en ce moment, même si c'est dur, continuent de capitaliser sur leur marque, ça ne veut pas forcément dire d'investir en télé et d'investir en affichage, puisqu'on est d'accord que vous n'avez pas forcément les moyens. Mais les gens qui continuent, et ça s'est prouvé en 2008 au moment de la crise, ça s'est même prouvé au moment de la bulle Internet fin 90, début 2000, toutes les boîtes qui ont capitalisé sur leur marque à ce moment-là et qui ont continué leurs fondamentaux de marque, leur plateforme, derrière, c'est eux qui ont réussi à décoller, qui ont réussi à prendre l'ascendant. Airbnb, par exemple, au moment du Covid, qui boit un énorme bouillon, qui doit effectivement réduire, mais qui quand même fait le choix de continuer son rebranding, garder sa valeur. Quand on regarde aujourd'hui où ils en sont et ce qu'ils ont réussi à faire ces dernières années, et le rebond qu'ils ont eu post-Covid, c'est assez impressionnant, et je pense que c'est toute la trajectoire que je vous souhaite. Bertie, de ton côté. Surtout, confiance face à Airbnb, bien sûr. En effet. Oui, je partage avec toi le côté 80-20, réussir à dire pareil, hein, on fait plus avec moins, et surtout être malin. En fait, il y a quand même des effets d'opportunité qu'on peut avoir dans ces moments un peu de crise. Moi, je trouve que souvent, à l'époque, on faisait régulièrement des déjeuners de CMO à Nantes, et il y avait certaines boîtes qui étaient carrément plus petites, avec des budgets vraiment beaucoup plus réduits que ceux de gens de confiance. Et en fait, ils arrivaient, mais juste parce qu'ils avaient 3 bouts de ficelle. Ben, quand tu es obligé d'avoir 3 bouts de ficelle et donc d'être créatif, ben, finalement, donc je vais pas être vulgaire, mais il y a une belle expression pour dire ça, tu te débrouilles. Et là, c'est vraiment ça, c'est que on se dit, l'année va sûrement être encore un peu compliquée. Comment est-ce qu'on est malin? Comment est-ce qu'on trouve les tricks qui vont faire qu'on va réussir à arriver là où on veut être, et effectivement, quitte à couper dans la masse de certaines choses, ce qui est très difficile, moi, je trouve, à faire passer aux équipes, ou alors j'ai à apprendre en termes de management. Pareil. Mais clairement, de dire ça, en fait, c'est pas grave. On va moins poster sur Instagram. C'est pas grave. Ça va bien se passer, en fait. Et c'est vrai que tous ces petits sujets, de réussir à les pousser, à les véhiculer, à les faire comprendre, et dire, mais parce que si on poste moins sur Instagram, mais que, en fait, tu fais cet email qui est bien pensé et qui est adressé aux bonnes personnes, la performance sera bien meilleure. Et là, on en revient à ce côté data, de essayer de comprendre ce qui marche pas. Ça fonctionne, mais clairement, ces périodes un peu de frugalité, elles peuvent aussi être riches parce que plus créatives, en fait, et elles nous obligent à dire qu'est-ce qu'on va faire et comment est-ce qu'on va être plus malin que les autres pour se débrouiller. Il y a un truc que je voulais rajouter aussi, c'est que tu parles d'embarquer les équipes, et il y a aussi embarquer ses dirigeants, je trouve parfois un peu compliqué. Chez Le Permis Libre, ça va. D'ailleurs, je les embrasse. En revanche, chez certains anciens dirigeants que j'avais, ils me disaient, tu as moins de budget, il faut que tu fasses mieux, et par contre, tu fais tout pareil qu'avant. Et c'est vrai que parfois, il faut manager son manager, et un fondateur. Je respecte tous les fondateurs parce que je pense qu'ils ont tous un grain de folie pour pouvoir avoir osé investir, osé se lancer et oser prendre des risques. Et parfois, ils le gardent tellement longtemps que tu as envie de leur dire, deviens peut-être un tout petit peu moins fou sur cette annane, parce que je te jure qu'on ne peut pas y arriver avec ta vision. Et donc, c'est ça qui est un petit enjeu aussi, c'est manager son manager sur le fait de devoir faire moins. Pas toujours évident. Ouais, et puis vous le dites tous les deux, communiquer sur la réalité, qu'est-ce qui est réalisable, et c'est peut-être moins promettre et surperformer plutôt que l'inverse, et se dire qu'on fera tout et que finalement on fera rien. Et nous, on travaille avec la stratégie des OKR pour finalement dessiner notre stratégie. Et donc, c'est quelque chose qui est très collégial, qui se fait avec les équipes. Et en fait, cette année, on a vraiment essayé de le faire encore plus avec les équipes, avec plus des ateliers où on construit avec eux et où justement on refait les maths ensemble, en fait, hein. On est vraiment sur le tableau blanc à se dire, mais en fait, si on dit ça, mais en fait non, ça rentre pas, c'est pas possible. Donc de montrer que en fait, on est d'accord pour se dire que si ça se trouve, on fera peut-être un peu moins de chiffre d'affaires sur ce truc-là, parce que on se rend bien compte que c'est délirant, et que finalement les objectifs qui sont trop ambitieux, on dit que les OKR à 80% on est content, 100% c'est qu'il était mal placé. Donc là, il y a ce côté de dire, voilà, comment on met les bons objectifs pour onboarder tout le monde et se dire que tout le monde soit en train de courir et se dire j'y crois, plutôt que de dire je cours un truc qui est impossible, quoi.
Ouais, nous on croit beaucoup. La grosse valeur de marque de France Digital, c'est le jouet collectif. Et c'est vrai que c'est cette idée, aussi bien au niveau effectivement des dirigeants, mais surtout de toutes les équipes, et se dire, je rejoins complètement ce que vous dites tous les deux, si on n'embarque pas tout le monde, surtout dans les périodes où c'est plus compliqué, c'est là où le bateau il risque de tanguer très fort, et justement de le faire encore plus tanguer parce que les gens ne seront pas embarqués. Il nous reste 1 minute. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Quelque chose qui vous brûle les lèvres? Oui, hop. Moi, je suis pas sûr d'avoir envie que ce soit différent parce que comme je pense que le market est central, je pense qu'il faut juste que le CMO sache gérer les multiples sollicitations. Je pense que ça l'ouvre de plus en plus sur un rôle de dirigeant d'entreprise avec un gros pôle market, commercial et tech et data. Donc je pense que c'est pas si grave que ça. En revanche, ce que ça nous empêche à faire, je pense, de temps en temps, c'est prendre ce pas de hauteur, ce pas de recul, parce qu'on se sent parfois acculé de nombreuses variables, et avoir l'œil vif, avoir toujours le recul nécessaire pour pouvoir prendre la bonne décision. Je pense que parfois, je me sens, moi, dans une espèce de tourbillon qui me nécessite de faire un pas de côté. C'est plus ça. C'est plus, on m'empêche de prendre de la hauteur. Merci. En quelques secondes, tu veux réagir? Oui, non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Pour le coup, moi non plus, j'aimerais pas qu'il en soit autrement parce que justement, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire en arrivant chez Rendre Conscience, c'est de mettre du marketing un peu partout. Et donc, j'ai envie qu'on continue à se dire que le produit est pas en train de construire quelque chose sans le marketing, que la tech est pas en train de faire des choses où justement il n'y a pas cette notion de comment est-ce qu'on va bien onboarder les membres et qu'on laisse cette notion de care pour chacun. Après, comment faire pour qu'il soit autrement? Je pense qu'il y a aussi la gestion, quoi. Comment nos équipes sont bien organisées, comment on peut aussi un peu déléguer à des vrais lieutenants qui portent leur sujet aussi. Et donc, pour moi, ça c'est vraiment pour le coup, c'est plus une conf management. Mais comment est-ce qu'on fait grandir chacune des équipes pour que ce soit pas forcément le CMO qui est le point d'entrée? Et peut-être que oui, c'est le point d'entrée, mais on va dire, cette personne-là est la bonne personne dans l'équipe pour te répondre. Et donc, avoir la bonne team pour répondre à tous les sujets plutôt. Et pour aider à prendre de la hauteur, il y a des événements comme Zero to One où nous aussi, France Digital, on a une journée dédiée au directeur marketing justement pour avoir cette journée de pas de côté et de voir comment ça se passe chez les autres et aider à grandir tous ensemble. Merci tout le monde. Merci beaucoup.